Rebonjour pour cet après-midi du jour 2 des rencontres économiques d'Aix-en-Provence sur latribune.fr. Nous nous retrouvons avec un plateau exclusivement féminin, enfin à part moi. Ça va être en train de nous faire pardonner ce matin le plateau exclusivement masculin, mais c'est aussi les hasards des agendas qui font que ces rencontres permettent de rassembler des gens éclectiques, sympathiques, intéressants et des décideurs économiques que la Tribune reçoit pendant ces 3 jours. Le thème, c'est les transformations du monde. J'ai même mis un sous-titre « Transitions et désordres du monde » car le monde, effectivement, a bien changé depuis quelques mois et probablement changera plus dans les prochaines années qu'on ne l'a sans doute vu au cours de la dernière décennie. Pour en parler, je reçois Cécile Belliot à ma droite. Bonjour Cécile Belliot. Vous êtes directrice générale du groupe Bell. On va donc parler d'agriculture, d'eau, de consommation, de prix, de l'alimentation, de transition alimentaire, etc. Et à vos côtés, ça n'a rien à voir, même si les banques financent aussi l'agriculture et l'économie en général. Nous avons la directrice générale de la Fédération bancaire française, Maya Attic. Bonjour Maya. Bonjour Philippe. On va commencer tout de suite avec vous, Cécile, si vous le voulez bien, sur une question peut-être générale, mais l'accélération aujourd'hui de l'inflation, on la voit, c'est la hausse des prix de l'énergie, d'ailleurs qui se répercute partout, y compris certainement dans vos coûts de production, qui inquiète pour le pouvoir d'achat. Donc le gouvernement est à la manœuvre pour essayer d'atténuer par différentes mesures, bouclier énergie, peut-être bouclier ou chèque alimentaire. Le choc, l'inflation dépasse déjà les 5%. On évoque la crainte d'une inflation à 2 chiffres, peut-être même en France, en tout cas dans certains pays européens c'est déjà le cas. Donc j'ai envie de vous demander, en tant que la productrice de marques très connues, pour le consommateur, on va citer que la vache qui rit, qui je crois fête un anniversaire, de nous dire ce que le groupe Bell pense de cette situation, comment vous la traversez, comment ça change votre façon de concevoir à la fois le monde tel qu'il est et puis votre métier. Alors oui, vous l'avez dit, il y a l'inflation de l'énergie, mais il faut bien avoir en tête que quand on parle d'alimentation, en réalité, nous sommes face à ce que moi j'appelle un tsunami d'inflation, que honnêtement, depuis 20 ans, personne n'a connu, parce que la crise en Ukraine crée une crise d'offres. Donc en réalité, c'est l'ensemble de nos matières et des matières agricoles qui sont en train d'exploser en termes d'inflation. Je vais vous donner quelques chiffres. Pour un groupe comme Bell, il y a 36% d'inflation sur mes matières premières, il y a 31% d'inflation sur le packaging, il y a x2 sur tout ce qui est transport maritime. Et je pourrais continuer comme ça. Donc, évidemment que pour nous, il n'y a pas 50 solutions. Il y a je continuerai à le dire, il y a une absolue nécessité de passer les prix. Parce qu'en fait, derrière moi, je nourris personne. Ceux qui vous nourrissent, vous et moi, ce sont les agriculteurs. Or, les agriculteurs font face à l'augmentation de l'alimentation pour l'élevage, par exemple, à l'augmentation, évidemment, du prix de l'énergie, à l'augmentation du prix des engrais. Donc, cette chaîne est déjà très fragilisée. On a besoin de les aider à passer les prix. Et après, évidemment, chacun fait sa part. Donc, nous, on travaille à améliorer la productivité, évidemment, de nos usines pour essayer d'être toujours sur le meilleur prix. Mais quand on est face à ce niveau-là de crise de l'offre, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, évidemment, ça nous force toujours à nous adapter, ça nous force à aller chercher des modèles toujours plus résilients. Et d'ailleurs, on en parlera parce que je sais que ça fait partie des questions que vous avez. Quand on regarde l'agriculture et le type d'agriculture qui, aujourd'hui, est la plus résiliente, c'est une agriculture qui a déjà basculé, en tout cas pour l'élevage, sur un élevage que l'on dit régénératif, c'est-à-dire sur un élevage où on essaye au maximum d'avoir des éleveurs qui sont autonomes en protéines. Donc finalement, on voit que l'environnement, c'est intéressant, nous amène aussi à de la résilience économique quand on fait face à l'inflation à laquelle on est confronté aujourd'hui à court terme. Alors sur ces questions qui sont de court et de moyen terme, et aussi de moyen terme, on va y revenir. Peut-être une question de court terme, s'il y a une polémique lancée notamment dans le monde de la distribution par Mel, pas Bell, c'est Mel, c'est Michel-Édouard Leclerc qui vient de déclarer de façon à brûle pour point, des fournisseurs abusent et il y a une sorte de mistigris, de jeu du mistigris qui est en train d'avoir lieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position compte tenu de la chaîne de valeur dont vous venez de faire une petite description? Est-ce que c'est à propos? Moi, en toute franchise, je trouve ça très peu à propos. Je trouve ça un peu indécent. Et je trouve ça un peu indécent parce que quand on sait
la fragilité de la chaîne de valeur sur l'alimentation, quand on sait dans quelle situation les agriculteurs se trouvent aujourd'hui, quand on sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises de l'agroalimentaire qui, sur le Q2, honnêtement, sont passées en marge négative. En marge négative, c'est ça dont on parle. C'est la brutalité qu'il faut mesurer. Personne n'a conscience de la brutalité de ce qui s'est passé. C'est un tsunami. Je ne l'emploie pas, c'est pas pour faire des effets de langage. C'est un tsunami d'inflation auquel on fait face. La difficulté des entreprises aujourd'hui sont telles que, oui, moi personnellement, je trouve ça un peu indécent. Et quand il dit ça, en fait, la question qui est implicite derrière ça, c'est qui va payer finalement la facture de ce tsunami dont vous parlez. Est-ce que ça va être les agriculteurs? Bon, ils en prennent déjà une part, on le voit bien. Est-ce que ça va être les transformateurs ou est-ce que ça va être les distributeurs ou les clients finaux? Alors, c'est un très bon sujet que vous posez là, parce qu'en fait, ça pose bien le sujet. En fait, j'aspire de mes voeux à ce qu'on sorte du débat, c'est-à-dire qu'on oppose deux types de pauvreté. Les pauvres des villes, c'est-à-dire tous ces travailleurs pauvres qui aujourd'hui n'accèdent pas à 3 repas complets, sains, avec une agriculture durable et une alimentation durable, et on oppose à cette pauvreté-là la pauvreté de nos campagnes. En réalité, il faut sortir de ça. Moi, je suis persuadée qu'il y a 2 sujets. Il y a un premier sujet qui est celui de la précarité alimentaire. Ça, je considère que c'est un sujet qu'on doit prendre, que le gouvernement doit prendre, et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux le chèque alimentaire. Donc vous êtes d'accord, évidemment, il est suffisant ou pas? Parce que même à la FNSEA, ils disent qu'il faudrait faire plus. En tout cas, mais moi je pense même qu'on peut mettre tous les acteurs autour de la table, l'État, le retail, moi, les associations, pour trouver des solutions. Et on peut le rendre un peu plus bio, parce que c'était une autre demande, mais c'est très difficile de dire aux gens de les forcer à acheter. Oui, je pense que là-dessus, il faut plutôt éduquer, il faut plutôt accompagner, parce que là, pour le coup, on est dans les habitudes alimentaires et ça ne se change pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on ne mélange pas les sujets. Il y a ceux et celles qui ont besoin d'être accompagnés. Et vous savez quoi? Il y a vous, moi, il y a pas mal de Français pour qui c'est un sujet de valeur. Quelle valeur on met derrière l'alimentation? Quand on sait que derrière l'alimentation, il y a la santé. C'est ça quand même, le lien alimentation-santé, il n'est plus à faire. Il y a la planète, la santé de la planète, la biodiversité, l'impact climat. Que derrière l'alimentation, il y a le bien-être de ceux et celles qui vous nourrissent. Encore une fois, ceux et celles qui nous nourrissent, ce sont nos agriculteurs. Et qu'il y a derrière aussi le bien-être animal. Quand il y a tout ça dans la valeur de l'alimentation, est-ce que l'enjeu, c'est pas justement de revaloriser l'alimentation pour tous ceux et celles qui, si on leur tient le bon discours et qu'on les aide à faire les bons choix, voudront et auront envie de mettre ces quelques euros de plus. Donc moi, je suis persuadée qu'il y a 2 sujets. La précarité alimentaire sur lequel il y a un rôle social de l'État, et on a tous un rôle, et il y a un sujet de revalorisation de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, à force de ne parler que de prix, on va tous dans le mur. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, une question par rapport à l'impact sur le pouvoir d'achat, parce qu'on va l'apprendre, et la vague va être assez haute. Oui, bien sûr. Vous parlez de tsunami, donc je reprends le terme de vague. Et elle n'est pas encore complètement arrivée. Et puis quand on voit ce que dit Michel-Édouard Leclerc, on se dit qu'on va se la prendre, quoi. Il n'y a pas de choix. J'ai envie de vous poser la question, peut-être, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que moi j'ai vu, il y a le groupe Danone qui a pris une décision, qui a passé un peu inaperçue, de réduire la diversité de sa gamme pour essayer, par moins de dépenses marketing ou de R&D, d'essayer de simplifier un peu. Parce que aujourd'hui, en Occident, c'était très bien, on a bien vécu jusqu'à présent, mais si on doit connaître des pénuries, des difficultés, est-ce qu'il ne faut pas simplifier un peu? Est-ce que Danone donne un peu une tendance, ou est-ce que vous-même, vous avez anticipé d'aller dans ce sens-là, de simplifier les choses? Bien sûr, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand je vous disais que là, on se mobilise pour aller chercher de la productivité, il y a évidemment la simplification à l'intérieur de nos usines pour avoir effectivement les usines les plus efficaces possibles. Il y a, du jour au lendemain, j'ai mis 100% de mes équipes R&D pour retravailler des recettes, pour être le plus accessible possible. Donc quand je dis chacun fait sa part, évidemment, ça date de cette année, du bien sûr. En fait, on s'est dit, le sujet n'est plus l'innovation, c'est la rénovation. Combien de temps il faut quand on prend une décision comme la vôtre, qui est donc tout à votre honneur, mais quand est-ce que je le verrai en magasin? En fonction des sujets, 3-6 mois. C'est ça à peu près le temps. Hiver, en gros. Oui, exactement, parce que c'est quand même ça, le temps de retravailler des recettes, d'être sûr que ces recettes, les packaging, etc. Donc c'est ce qui va arriver. Chacun, encore une fois, ça aura un impact sur le panier du consommateur, ce que vous préparez? Ce qui est absolument évident, c'est qu'encore une fois, nous ne pouvons pas. C'est une crise de l'offre.
Il n'y aura pas assez de céréales pour nourrir le monde. Il n'y a pas assez d'huile végétale pour nourrir le monde. Il n'y a pas assez d'engrais aujourd'hui pour avoir les bonnes productions. Donc en fait, ça c'est mécanique. Il y aura de l'inflation. Et après, encore une fois, il faut aider les populations les plus fragiles. En France, et pas que, parce que ce qui est en train de se passer en Afrique subsaharienne et ce qui va arriver en Afrique et en Afrique subsaharienne, c'est dramatique. Macky Sall a déjà tiré la sonnette d'alarme, y compris auprès de Poutine. Et il a raison. Et il y a une vraie logique à un moment d'arbitrage pour les autres. Et quand on arbitre, il faut être conscient de ce qu'il y a derrière, en tout cas, la valeur des choses et la valeur de l'alimentation. Un dernier mot avant de parler avec Maya Attig plus généralement de l'économie, mais vous ferez vos commentaires peut-être ce que vous avez entendu, mais juste, vous avez fait le pont. Alors moi j'essaye de faire le pont entre cette difficulté de réconcilier toute la chaîne de valeur, dont celle du bout de chaîne, celui de la distribution, avec le monde de l'agriculture. Et vous parliez d'agriculture régénérative. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'on peut changer de modèle? Moi, j'entends parler de changement de modèle depuis tellement d'années. Il y a eu ce débat, le Farm to Fork, mais qui est passé complètement, alors peut-être à juste titre, vu la situation alimentaire, à l'as, si je puis dire. Donc, le projet de l'Union européenne est aujourd'hui abandonné. Mais la question de la transformation de l'agriculture, elle est quand même toujours devant nous, ne serait-ce qu'à cause des ressources en eau. Bien On sûr. est dans une région où la sécheresse frappe et on sait que ça va continuer. Bien Donc, sûr. c'est quoi les prochaines étapes que vous pouvez voir? Alors, je vais vous donner des exemples très concrets et des exemples qui prouvent d'ailleurs, qui sont assez positifs, qui prouvent qu'on peut y arriver. Je reprends encore une fois la question de la chaîne de valeur. Si un agriculteur ne sait pas combien il va gagner à la fin du mois et que ce qu'il gagne à la fin du mois, c'est 300 € par mois, vous pouvez toujours lui parler de l'avenir de la planète. Je peux vous assurer qu'il ne sera pas en capacité de se transformer. Ce qui s'est passé chez Bell, et c'est la force, je pense, des modèles familiaux qui ont la vision long terme, c'est qu'il y a 5 ans, on s'est assis avec nos éleveurs qui sont en association de producteurs et on leur a dit, OK, comment on transforme le système? Comment on passe en lait de pâturage, en lait de pâturage tournant? Comment on fait en sorte pour que vous n'alliez pas nourrir vos vaches avec des tourteaux qui arrivent du Brésil et qui sont l'origine de la déforestation? Donc comment on vous aide à être autonome en protéines? Eh bien, premier pas, vous nous garantissez un revenu sur l'année. Deuxième pas, vous mettez des primes au lait de pâturage, des primes à la nourriture non OGM, donc une nourriture locale, parce que là, on sait qu'on pourra amener tout le monde avec nous. Bell a investi 50 millions d'euros sur les 5 dernières années dans l'amont laitier par rapport à un prix moyen du lait sur ces 5 dernières années. On parle de 50 millions d'euros d'investissement. Et vous savez quoi? C'est la seule façon de faire bouger le système. C'est pour ça que je vous dis que l'agriculture durable, à un moment, elle coûte. Et ça, on l'a fait parce qu'on est absolument convaincu que si on ne change pas maintenant, encore une fois, on va tous dans le mur. Et donc, ce type de pratique agricole, le pâturage tournant, en fait, ça a quel impact? Les sols sont plus sains. Quand les sols sont plus sains, le sol a la capacité de capter du carbone. Donc, en fait, l'agriculture, elle est au cœur de l'enjeu climatique. C'est soit un énorme problème, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre viennent de l'alimentation de l'agriculture, de l'utilisation des sols, et c'est aussi une solution majeure à la captation du carbone. Donc c'est une solution vertueuse. Exactement, sauf que ça ne se fera pas si on tire les prix vers le bas et si on n'offre pas un revenu décent. Compliqué de le faire dans une période où l'inflation explose, évidemment, oui, mais il faut le faire quand même. Où il faut... Mais exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ce modèle-là est plus résilient économiquement. À terme, il est plus résilient. Et c'est toute la difficulté. Peut-être je passe la parole à Maya Attig quelques minutes, puisqu'elle vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais en dehors de cet exemple-là, on voit bien qu'en fait, c'est toute la chaîne des prix ce que vous avez expliqué, qui est en train de montrer, avec à la fois ce déséquilibre offre-demande, donc qu'on vient d'évoquer, mais aussi la perspective, ces transitions. La transition énergétique, Patrick Pouyanné le dit souvent, elle ne va pas être gratuite, il va falloir la payer par quelqu'un. Et la transition alimentaire, vous êtes en train de le dire, c'est de l'investissement. Est-ce que dans le monde bancaire, qui quand même analyse l'économie, qui est au cœur de l'économie, que vous représentez à la Fédération des banques françaises, on est en train de se préparer à ce que vous disiez, un monde qu'on n'a pas connu, mais pas depuis 20 ans, même depuis 30 ou 40 ans, d'inflation élevée durablement, qui va changer beaucoup d'éléments, d'indicateurs, de façon dont on fonctionnait. Oui, c'était tout à fait passionnant ce que vous disiez, parce qu'en fait, ça illustre tout simplement cette réconciliation qu'ont tous les acteurs économiques à faire entre le court terme, le long terme, entre leurs objectifs de fin de mois et la crainte climatique. Et d'ailleurs, pas seulement le climat, l'environnement, la biodiversité.
l'inclusion sociale, donc des enjeux très très larges. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on est dans un moment d'incertitude économique extrême où le tremblement de terre est tel que finalement tous les aspects bougent, mais au fond, c'est une énorme incitation d'abord à se regarder soi-même intégralement avec toutes ces problématiques et à se dire qui sont mes partenaires pour me permettre de passer ce moment, mais aussi de le passer de façon structurelle. J'ai été vraiment très frappée que vous parliez de cette manière que vous aviez eue finalement de parler à tout le monde, des gens qui vous ont dit des choses peut-être qui ne vous faisaient pas plaisir, vous-même vous aviez des choses à dire qui n'apportaient pas de solution à tout le monde, mais le diagnostic était posé, les difficultés, et ça permet de ne pas se renvoyer la balle. Alors, ce que je dis est assez théorique, mais je voudrais l'appliquer à la façon finalement dont ça peut impacter le travail dans les banques. Et j'utilise à bon escient, enfin en tout cas de mon avis, ce terme de travail. Parce que ce que ça change en fait, c'est que la logique d'accompagnement des partenaires financiers, elle est plus forte que jamais. On l'a vu au moment de la crise parce que les banques ont pris à la fois des mesures volontaires, des moratoires sur leurs propres prêts sans attendre que l'État le demande, et puis elles ont également distribué des prêts garantis par l'État, on le sait, qui ont été élaborés avec une logique très partenariale et qui ont évolué avec ça. Mais en fait, cette logique où on se parle des difficultés au moment où elles se passent, et même si possible avant, on essaye d'anticiper avant, je crois que ça valide quelque chose qui devrait être un principe, qui est qu'on gagne toujours à aller voir ses financeurs bien avant que les difficultés n'arrivent, a fortiori si on en pressent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses bougent. Donc le banquier lui-même, il est dans un monde incertain. On ne sait pas combien seront les taux, combien sera l'inflation. Je ne peux pas vous dire si c'est 5-10%. Je ne peux pas vous le dire. Il y a une très grande variété de prévisions. On voit bien qu'au sein d'un même secteur, les perspectives des entreprises, pour un même secteur, une même localisation, en fait, ça varie énormément selon la façon dont l'entreprise saisit ces choses. Et en réalité, ça revalorise ce travail de conseil de proximité. C'est beaucoup plus exigeant puisqu'il faut être prêt à accompagner des situations non standards. Mais c'est nécessaire parce que tout le monde fait ce travail-là. Alors Mayati, vous êtes aussi au cœur de l'économie, en première ligne quand même de ce qui est en train de se passer. On parle de l'inflation. Énormément de sujets qu'on pourrait aborder. On parle également du risque de récession qui pourrait, parce que si les banques centrales agissent, notamment aux États-Unis fort, on évoque ce risque, en tout cas d'un ralentissement sensible. Il y a un deuxième R que je pourrais citer à côté de récession, c'est les risques, la montée des risques. Et dans les banques, une grande partie de votre métier, c'est d'apprendre à mesurer, à gérer, à anticiper, ou en tout cas à travailler sur ces risques. Est-ce que vous sentez monter les risques, notamment sur les PME? On évoquait une fragilité très importante dans l'agriculture, mais il y a plein de secteurs. En plus, il y a eu la crise Covid avant. On a l'impression un peu d'une grande volatilité. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les bilans bancaires? Est-ce que ça monte? L'inquiétude semble un peu monter quand même dans la profession. Je vais ajouter un R à ceux que vous avez cités. C'est le terme de résilience. Vous l'avez cité tout à l'heure. Pourquoi c'est important? En fait, les entreprises et même les ménages entrent dans cette crise après 2 années et demie de bouleversements considérables. Mais en réalité, pendant ces 2 années, ce qui s'est passé, c'est que la situation de trésorerie de tous les acteurs, quasiment 90% des acteurs, la situation de trésorerie s'est améliorée, voire nettement améliorée. Je vais vous donner juste un chiffre. La dette nette des entreprises, juste avant crise, elle était de 996 milliards d'euros. Aujourd'hui, la dette nette des entreprises, elle est de 1056 milliards d'euros. Donc vous voyez, ça a augmenté de moins de 1%. Je vous arrête 4 secondes, Maya, parce qu'on va accueillir sur le plateau, c'est du direct, donc Sylvie Géano, la directrice générale de Dalkia. Prenez Bonjour. le micro et installez-vous. Vous allez prendre, j'allais dire, le train en marche, si je puis dire. On vient de parler d'agriculture avec Cécile Belliot et Belle et la transition alimentaire et l'impact de l'énergie. On va reparler avec vous de l'énergie, bien sûr. On termine avec vous, Maya. Je termine sur ce point. La dette nette a peu augmenté. Elle a augmenté de moins de 1%. Les trésoreries, les entreprises rentrent dans cette crise violente et imprévue, enfin dans ces dimensions, avec des trésoreries élevées. Les ménages aussi. Ce n'est pas
également répartis, hein, mais dans les entreprises, c'est quand même très largement répandu. Alors, ça peut fondre, oui, ça peut fondre rapidement et ça peut ensuite se transformer en risque. Mais en pratique, quand je vois les entreprises se mobiliser justement pour revoir leur modèle, je pense qu'en réalité, ça permettra, oui, il y aura une hausse du coût du risque, mais en fait, elle viendra peut-être un peu plus tard. De manière étonnante, c'est regardé par tous les banquiers, hein, ce coût du risque évolue peu. Il va évoluer en prospectif, mais en réalisé, il n'évolue pas, il évolue peu. Ce qui est très regardé, c'est tous les incidents de paiement, etc. Ça bouge à peine. Et donc, on a vraiment l'impression que les entreprises sont dans une phase de mobilisation de leurs ressources, optimisation financière de tout ce qu'elles peuvent optimiser et réfléchir à leur modèle pour que, justement, elles puissent être résilientes. Voilà. Donc, je crois que cette situation financière, encore une fois, la situation économique est incertaine, imprévue. On rentre avec des forces. On rentre avec celle de vouloir justement regarder les choses de façon plus profonde, plus partenariale, j'ose le mot, et je le redis, aller voir son banquier quand on a des craintes et pas quand on a des problèmes, c'est toujours une bonne chose, ce ne sera jamais reproché. Merci beaucoup, on reviendra peut-être dans la discussion sur ces questions-là. Sylvie Géano, merci d'avoir rejoint notre plateau. Donc, bonjour. Vous êtes la directrice, bonjour, vous êtes la directrice générale du groupe Dalkia. Donc là, on est dans l'énergie et vous êtes vraiment au cœur de l'actualité puisque les prix de l'énergie et même les pénuries, probablement la crainte de pénurie d'énergie cet hiver arrive. Comment est-ce que vous vous apprêtez, vous, à affronter cette vague, notamment à très court terme, puisqu'on parle de coupure de gaz, en tout cas de pénurie de gaz dès cet hiver, en Europe et notamment peut-être en France. Alors, on ne sait pas, hein, c'est très incertain, mais on sait qu'en gros, ça va coûter de façon plus cher et on va peut-être en manquer. Qu'est-ce qu'on prend comme décision quand on est chez Dalkia pour essayer de faire face à ça? Alors, effectivement, on vit une nouvelle crise, hein, après la crise sanitaire, cette crise liée à ce conflit de la guerre en Ukraine. Et vous l'avez dit, les prix des énergies sont très élevés parce qu'on s'attend à des tensions, en particulier sur le passage de l'hiver. Et finalement, dans ces prix, il y a peut-être des prix dont on rêvait il y a quelque temps quand on disait qu'il faut accélérer la transition énergétique. Est-ce qu'il y a finalement, on demandait des taxes carbone et là, les prix sont... J'allais le dire, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça parce qu'il y a aussi des questions de pouvoir d'achat, on y reviendra, mais enfin... on a un signal qui nous dit accélérons la transition énergétique. Et donc, produisons plus d'énergie. Alors, il y a à la fois produire, mais il y a aussi ne pas consommer. Et moi, j'ai envie de mettre en numéro 1 l'idée de comment, finalement, on accompagne tous les acteurs, hein, que ce soit des industriels, des grands bureaux, le secteur tertiaire, des particuliers, à moins consommer, parce que l'énergie qui ne se consomme pas est évidemment la meilleure. Et la moins chère, comme on dit. C'est la moins chère d'une part, et c'est celle qui n'émet pas de CO2. Donc vous êtes dans le camp de ceux qui disent il faut la chasse au gaspillage le plus vite possible, baisser de quelques degrés, rééduquer finalement et les entreprises et les particuliers à économiser en fait. Oui, je suis pour ça. D'abord parce que c'est aussi un des métiers de Dalkia d'accompagner ses clients dans économiser. C'est paradoxal pour un producteur d'énergie. Effectivement, mais je crois que la transition écologique, elle est là. L'urgence climatique, elle est là. On n'a pas le temps d'attendre. Hein. Vous savez, entre 1,5 et 2 degrés, des fois on se dit, ah là là, on a hésité entre 1,5, maintenant on est sur le 2 degrés. Entre les deux, à 1,5 degrés, la banquise arctique, elles font une fois tous les 100 ans l'été. Quand c'est à 2 degrés, c'est une fois tous les 10 ans. Donc vous voyez, c'est pas linéaire, tout doux. Il faut accélérer, il y a une urgence. Et consommer moins, il y a un champ devant nous encore d'économie d'énergie. Si nous, cet hiver, hein, on se dit comment on fait pour économiser un peu de gaz, moins 2 degrés par exemple, eh ben, c'est moins 14% d'énergie consommée. Et ça, on le fait tout simplement en programmant un peu mieux son chauffage. Quand on sort de la maison, il faut vraiment arrêter. Quand vous voyez, on revient, on réallume. Ça se fait tout simplement avec des petits objets de smart home, du numérique, et on pilote. Quand je dis c'est paradoxal, c'est que normalement, c'est le rôle du gouvernement d'inciter à la chasse au gaspillage ceux dont le métier est de produire de l'énergie et de la vendre, ce qui est votre métier, je crois. Alors, si possible, de l'énergie non carbonée ou renouvelable, en tout cas, c'est plutôt ce qu'on Thierry Breton d'ailleurs l'a dit. C'est bien que vous nous disiez ça, les producteurs, mais produisez déjà, oui, parce que les pénuries, elles arrivent. Alors,
le gouvernement nous dit aussi de commencer à nous demande, alors je vais parler un peu de la production juste après, sur les économies d'énergie, il nous demande, on sait que le gouvernement va nous demander qu'il y aura des campagnes autour de ces économies d'énergie, on utilisait aussi beaucoup ce mot de sobriété, et sur la production, ce qui est intéressant dans cette crise, c'est qu'un acteur tel que Dalkia aujourd'hui, il voit des industriels qui se disent je vais accélérer et je vais supprimer la production de chaleur, la production de vapeur industrielle qui est faite essentiellement à partir de gaz et de fioul aujourd'hui sur les sites industriels. Sur les sites industriels aujourd'hui, seuls 6% de la production de chaleur est faite à partir d'énergie renouvelable. On a un champ devant nous. Donc ça va accélérer aussi cette substitution-là. Énorme opportunité de transition. Et oui, opportunité d'accélérer cette transition énergétique, j'ai envie de dire enfin. Donc c'est ça aussi que ça génère cette crise. Donc on va trouver les solutions pour avancer. Est-ce que vous avez quelques exemples d'initiatives prises dont on parlait avec Cécile Belliot, puisqu'elle a commencé à essayer de simplifier sa gamme. On aura toujours la vache qui rit quand même, et rassurez-nous. Mais est-ce que vous travaillez sur des initiatives particulières d'accélération dans des villes, auprès d'un certain nombre d'usines qui sont en train de se décarboner ou de chercher des solutions? Alors, la décarbonation de l'industrie, ça y est en route. Elle est même accompagnée. Elle l'a été par France Relance, par France 2030. Un exemple. Je vais vous citer un exemple qui est un peu mixte d'ailleurs. La société Constellium à Issoire, qui est une fonderie d'aluminium, ça dégage beaucoup de chaleur. Eh bien, on a mis un dispositif pour récupérer cette chaleur et l'injecter dans un réseau de chaleur, un chauffage urbain qui va aller chauffer les habitants de la ville d'Issoire. Il y a aussi des bâtiments militaires, des bâtiments administratifs, etc. Et donc, là, on fait un double effet. On va aider l'industriel à se décarboner et on va apporter de la chaleur et se substituer à des chaudières, gaz ou avec des énergies fossiles. Donc, ça, c'est des exemples extrêmement concrets. Aujourd'hui, le nombre de demandes pour se raccorder à des réseaux de chaleur qui sont dits renouvelables, donc qui sont majoritairement produits à partir d'énergies renouvelables, et ça, on fait ça en utilisant la chaleur des incinérateurs de déchets, en utilisant de la chaleur produite à partir de bois, en utilisant de la géothermie, etc. Eh bien, ces réseaux de chaleur qui sont vertueux, aujourd'hui, on a des demandes qu'on n'avait pas il y a quelque temps pour aller se raccorder, parce que je supprime ma chaudière au gaz et je me raccorde au réseau de chaleur. J'évite des émissions de CO2 et ça réduit la consommation globale de gaz pour les mois à venir. Alors, Mayatik, je reviens sur une des questions quand même parce que je profite que vous soyez là. On a parlé des entreprises, mais il y a également les particuliers qui se disent cette hausse des taux, ça va avoir quel impact sur moi, à la fois si je suis un emprunteur, donc les taux montent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se dépêcher d'emprunter, par exemple? Parce que c'est ça le message, avant qu'il soit trop tard, notamment par rapport à l'immobilier, je pense. Et puis, il y a ceux qui sont épargnants de l'autre côté, qui commencent à se dire l'inflation va manger mon capital, ce qu'on appelait, Keynes appelait l'euthanasie des rentiers. Il y a une vraie interrogation sur la hiérarchie des taux d'intérêt qui est en train d'arriver, avec l'assurance vie qui rapporte peu, le livret A qui va monter. Est-ce que ça conduit à beaucoup de questions, notamment aujourd'hui? Parce que les gens, je le disais, on a perdu un peu le mode d'emploi de vivre dans ce monde-là. Une inflation à 3, 4, 5, 8%. Alors effectivement, les ajustements ne se font pas tout de suite parce que, au fond, il y a un premier temps d'attentisme. Et par ailleurs, il y a des évolutions tout à fait structurelles qui se sont produites depuis la crise Covid, notamment davantage d'investissements en actions. Alors, ce n'est pas lié au Covid, en fait, c'est plutôt lié au fait qu'à un moment donné, les actions ont rebondi plus qu'on ne pensait. Donc, il y a peut-être un appétit pour le risque qui est davantage là, et l'appétit pour le risque, il est plus rémunérateur que le reste de l'épargne. Donc, les épargnants, ils vont peut-être mettre quelques temps avant de s'ajuster. En plus, le paysage se complexifie beaucoup. On va poser de plus en plus de questions, poser de plus en plus, finalement, interroger sur des préférences, mais finalement, les décisions ne seront pas simples à prendre. En revanche, pour le crédit, les taux commencent à remonter. En revanche, c'est une hausse qui reste assez limitée. Si je compare la hausse des taux du crédit sur un trimestre ou un semestre à ceux du taux d'emprunt de l'État, c'est 17 points dans un cas, c'est 200
point dans l'autre. Hein. Donc, c'est vraiment considérable la différence. Donc, les taux du marché immobilier augmentent légèrement. Il y a un mécanisme de taux plafond au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. Le taux d'usure. Qui s'appelle le taux d'usure familièrement. Mais bon, c'est un plafond au-dessus duquel on ne peut pas prêter, qui effectivement va rendre plus difficile d'emprunter pour un certain nombre de personnes. Il y a des moyens de le détendre un petit peu, en tout cas de faire en sorte qu'il colle davantage à l'évolution des marchés. Ça a un impact qui reste limité sur les mensualités des ménages, hein, puisque les exemples les chiffres dont je vous parle, en réalité, c'est un impact de quelques dizaines d'euros sur une mensualité. 200 peut-être. Donc il n'est pas trop tard pour faire absolument. Et surtout, on voit bien que ceux qui souhaitent devenir propriétaires alors qu'ils sont locataires, en fait, quand ils achètent, ils fixent le niveau de leur logement pour les 10, 15, 20 ans qui viennent. Alors, bon, ça peut avoir un intérêt aussi de protection contre l'inflation, d'acheter un logement à un moment donné avec un crédit immobilier à taux fixe. C'est un modèle qu'on a encore aujourd'hui en France, qui est au fond assez atypique en Europe, pas toujours très apprécié par certains acteurs internationaux, mais il est favorable aux acheteurs. Et donc, effectivement, il peut y avoir toujours de l'affection, mais avec ce sujet de taux plafond qui peut bloquer certains achats, au moins temporairement, pour quelques trimestres. Une dernière question peut-être qui peut vous réunir toutes les deux, c'est investir pour faire la transition énergétique. Les banques peuvent financer des projets, oui. Notamment inciter les gens à rénover les logements. Il va y avoir une forte pression de toute façon pour pouvoir les louer ou simplement pour faire des économies d'énergie. Ça va s'accélérer ce type de crédit. Il y a MaPrimeRénov', mais on peut l'accompagner par des crédits spécifiques. Oui, on a fait des études sur ce point. Effectivement, le financement, c'est un sujet qui va mobiliser l'épargne des ménages à peu près à hauteur de 58%, le crédit à hauteur de 23% et le reste à hauteur d'aide publique. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec le ministère. Ça avance difficilement pour simplifier le recours aux aides publiques et au taux bonifié pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une seule démarche à faire plutôt que deux. On arrive au bout, on a fini par finalement faire avancer ça et c'est un élément qui devrait simplifier les choses pour les clients. La capacité d'emprunt, elle sera toujours évaluée, il faudra toujours faire attention et en plus, effectivement, c'est difficile de mesurer l'économie d'énergie durable qui va être faite. En revanche, les Français ont cette capacité d'épargne pour beaucoup d'entre eux. Je signale que la rénovation des logements, c'est aussi beaucoup d'institutionnels, des propriétaires institutionnels, des organismes de logement social qui font énormément de choses. Donc ça, c'est le travail de prêt des banques ou de la Caisse des dépôts à ces institutions de manière massive pour que les locataires des HLM notamment dépensent moins. Ça, c'est des choses qui vraiment se font de manière très active. Et effectivement, le sujet, c'est de voir comment articuler en fonction de la capacité d'emprunt des clients leur épargne, le crédit et puis les aides publiques. Pour beaucoup de personnes qui ont une faible capacité à s'endetter, je pense aux plus âgés d'entre eux notamment, puisque au fil des années, ça va être plus difficile, et bien pour eux, effectivement, les aides publiques vont être plus nombreuses dans un certain nombre de cas. Sylvie Géano, mobilisation générale pour l'énergie, que ce soit pour faire des économies d'énergie ou pour produire des énergies propres. C'est ça le message. Absolument, c'est surtout une mobilisation pour accélérer. Je crois qu'on a pas beaucoup de temps. Les signaux de prix finalement sont là. C'est une petite note d'optimiste dans cette crise énergétique. Et donc à très court terme, il va falloir substituer assez vite un certain nombre d'énergies fossiles, puis économiser. Je crois qu'économiser, ça, c'est des actions aussi rapides. Et puis il y a des investissements qui se font plus sur le long terme. Décarboner la chaleur. Vous savez que quand on regarde les consommations d'énergie en France, la chaleur, c'est à peu près la moitié des consommations. C'est moins décarboné que l'électricité, beaucoup moins, c'est à peine un tout petit quart de la production de chaleur aujourd'hui qui est décarbonée. Et quand je dis de la chaleur, c'est le chauffage, l'eau chaude et la vapeur industrielle. Et les solutions technologiques, elles sont là. Donc il y a un chemin pour y parcourir. Et je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut réussir cette trajectoire. Et moi, je vois aussi 3 facteurs clés de succès essentiels pour réussir cette trajectoire de décarbonation. C'est qu'il va falloir laisser libre cours aussi à l'innovation, aller chercher encore d'autres solutions. On entend beaucoup parler des pompes à chaleur aujourd'hui pour substituer à des chaudières gaz. Dans l'industrie aussi, on ira chercher des pompes à chaleur haute température. On réfléchit aussi à des combustions qui n'émettent pas de CO2. Beaucoup de sources
de questions d'innovation autour de tout ça, le stockage. Le deuxième axe, c'est le numérique. Le numérique, parce que vous disiez, madame, que ces économies d'énergie, elles doivent s'installer dans la durée. Et bien, dans la durée, il faudra piloter, il faudra gérer les datas, il faudra mettre des systèmes d'Internet des objets pour suivre tout ça. Et le numérique va nous aider beaucoup à optimiser, aller plus loin dans cette sobriété énergétique qu'on appelle tous. Et puis, enfin, le sujet des compétences. Parce que si on n'a pas les techniciens, les ingénieurs pour réaliser les projets, eh bien cette transition énergétique, elle ne se fera pas bien. Donc j'appelle aussi tous les jeunes qui revendiquent beaucoup cette transition énergétique à y aller. Effectivement, à choisir ces métiers. Merci pour ces messages. Merci à toutes les trois d'être venues. C'était éclectique, mais très intéressant. On a parlé d'agriculture avec Cécile Belliot et on compte sur vous, effectivement, pour continuer à la transformer dans le bon sens. On a parlé de finances avec Maya Attig. On a parlé d'énergie avec vous, Sylvie Giano. Merci d'être venue sur notre... Merci beaucoup. Merci beaucoup.